Et bienvenue à tous, ici l'image de l'Afrique. Et aujourd'hui, on parle justement d'un de ces rêves africains qui semble avoir vu le jour il y a maintenant quelques jours déjà, le 7 juillet 2019, signé l'entrée en vigueur officielle, du moins de la zone de libre-échange continentale africaine, ZLECA, ZLECAf ou AFCFTA, vous en avez sûrement entendu parler, et c'est aujourd'hui un rêve devenu réalité. Alors pour tous ceux qui se demandent encore, mais qu'est-ce que cette zone de libre-échange continentale? Comme vous le savez, c'est un accord qui a été signé à Kigali en 2018, le 21 mars 2018, et qui est entré donc en vigueur plus d'une année après, le 7 juillet 2019. Mais on voit tout de suite à travers une très courte vidéo ce que veut dire justement cette ZLECA et ce qu'elle apporte pour le citoyen africain lambda comme vous et moi. Et puis on revient pour plus d'informations. Tout de suite. En mars 2018, lors d'une réunion historique de l'Union africaine à Kigali au Rwanda, les États membres se sont convenus de créer une zone de libre-échange continentale africaine. Par la suite, 52 des 55 États membres de l'Union africaine signèrent l'accord, ce qui représente un degré important de consensus sur le continent. Le grand public semble être tout aussi enthousiaste. Un sondage d'opinion réalisé en novembre 2018 par la Fondation Rockefeller auprès de plus de 2000 citoyens de tout le continent a confirmé que 77% des Africains étaient convaincus que l'accord de zone de libre-échange continentale constituait un important pas en avant. Mais que signifie cet accord dans la pratique et quel en sera l'impact sur nous? La première chose à souligner est, ce n'est pas simplement un accord de libre-échange, c'est bien plus que cela. Il s'agit d'établir un marché continental unifié. Concentrons-nous sur 3 avantages majeurs de cet accord: la taille du marché, la libre circulation et le commerce intra-africain. L'Afrique est un grand continent. Vous pourriez y intégrer les États-Unis, la Chine, l'Inde et l'Europe et disposer de suffisamment d'espace. Mais en termes économiques, les pays individuels sont encore très petits. Prenons le Rwanda par exemple, l'une des économies dont la croissance est la plus rapide au monde. Mais en termes de taille, il occupe le 143e rang sur 193 économies dans le monde. Cela est important car les petites économies ont souvent du mal à attirer les investissements si nécessaires. Collectivement, l'histoire est très différente. Les économies du continent ont un PIB total de 2,5 trillions de dollars, ce qui en fait la 8e économie mondiale, juste derrière l'Inde. Et avec 1,2 milliard de clients potentiels, le continent devient beaucoup plus attrayant pour les investissements, tant de l'intérieur que de l'extérieur. Cela encouragera les hommes d'affaires à faire les investissements nécessaires pour soutenir la croissance économique et créer les opportunités d'emploi dont le continent a cruellement besoin. Un deuxième argument en faveur de la zone de libre-échange continentale, un protocole sur la libre circulation des personnes. Cela est important car en ce moment, voyager entre pays africains pour des Africains peut être très difficile. Les visas, les billets d'avion coûteux, les formalités de dédouanement et les contrôles aux frontières rendent difficiles les déplacements pour le plaisir et c'est encore plus compliqué de faire du commerce transfrontalier. À l'heure actuelle, de nombreuses personnes éduquées et qualifiées sortant des universités et établissements scolaires ne peuvent trouver du travail. Si la libre circulation est légalisée, les gens pourront utiliser leurs talents n'importe où sur le continent où ces talents sont recherchés. Le continent devrait être à vous. Un troisième argument puissant en faveur de l'accord de libre-échange continental est qu'il accroîtra les échanges commerciaux entre les pays africains. Actuellement, moins d'un 1/5 des exportations s'effectuent d'un pays africain à l'autre. Prenons le Kenya par exemple, la plus grande économie de la communauté de l'Afrique de l'Est. Chaque année, le pays exporte 1 milliard de dollars vers l'Europe et environ 500 millions de dollars vers les États-Unis. Les exportations totales du Kenya s'élèvent à 6 milliards de dollars. Combien pensez-vous que le Kenya exporte vers son voisin l'Éthiopie? 1 milliard de dollars? 500 millions de dollars? 200 millions de dollars? En 2017, il n'a exporté que 69 millions de dollars vers l'Éthiopie. Pourquoi? Une des raisons est le niveau élevé des taxes commerciales. L'accord de libre-échange continental propose de supprimer les taxes commerciales sur au moins 90% des échanges commerciaux entre les pays africains.
Cela incitera beaucoup à intensifier les échanges. La Commission économique pour l'Afrique estime qu'en Afrique de l'Est, la zone de libre-échange du continent pourrait stimuler les échanges régionaux de près d'1 milliard de dollars. Et les principaux secteurs qui en bénéficieraient seraient précisément ceux qui créeraient les plus grandes possibilités d'emploi. Des secteurs tels que l'industrie manufacturière légère, la production agricole et des aliments traités, ainsi que les textiles, pourraient créer jusqu'à 2 millions de nouveaux emplois. Les économies africaines auront du mal à devenir des économies fortes tant qu'elles ne renforceraient pas leurs échanges. Il y a un vieux dicton swahili qui dit « Umoja ni nguvu, utengano ni udhaifu ». Unis, nous nous levons, divisés, nous tombons. La zone de libre-échange continental, donc, un symbole peut-être d'unité au niveau du continent. Et bien sûr, il y a de nombreux chiffres associés à cette zone de libre-échange, et notamment 1,2 milliard de clients potentiels, de personnes qui seraient regroupées dans une même plateforme. Mais avant d'entrer peut-être dans les détails sur ce que voudrait dire cette union sur le continent, j'aimerais qu'on revienne peut-être sur les chiffres qui ne cessent d'évoluer, et notamment les chiffres liés à la ratification de l'accord. Donc, comme on l'a dit, le 21 mars 2018, de nombreux pays avaient signé l'accord portant création de la zone de libre-échange continentale. Et à l'heure actuelle, au 13 juillet 2019, nous avons 27 pays, 54 pays d'abord qui ont signé ces accords, l'un des accords du moins de l'accord portant création de la zone de libre-échange continentale. Un seul pays, membre de l'Union africaine, n'a pas encore signé cet agrément, à savoir l'Érythrée. Et 27 pays de ces 54 pays ont déjà déposé les instruments de ratification auprès de la Commission de l'Union africaine, ce qui veut dire que la moitié déjà des signataires ont ratifié cet accord. Et au niveau du continent, voilà l'image que l'on a. On a donc les pays en gris qui ont signé l'accord portant création de la zone de libre-échange continentale. En rouge, les pays qui ont aussi ratifié, à savoir la moitié d'entre eux, et un seul pays, donc l'Érythrée, qui n'a pas encore signé et donc bien sûr pas ratifié l'accord portant création de la zone de libre-échange continentale. Comme vous le savez, il y a quelques jours, du 7 au 8 juillet 2019, à Niamey, s'est tenu un sommet extraordinaire de l'Union africaine qui, justement, a permis l'officialisation de cet accord. On jette un coup d'œil sur ce qui s'est passé à Niamey et on revient en studio avec nos deux invités qui nous permettront d'élaborer un peu plus sur la question. Une étape historique vers la paix et la prospérité en Afrique. C'est ce qu'est censé constituer la zone de libre-échange continentale africaine, lancée ce dimanche après plusieurs années de négociations. Avec la signature tout à l'heure du Bénin et du Nigeria, nous sommes à 54 sur 55, donc la presque totalité des membres de notre union. Nous avons enregistré aussi avec les dernières remises des instruments 27 ratifications. Si elle remplit ses objectifs, cette zone doit réunir plus de 1,2 milliard de personnes et représenter un bloc économique de 2500 milliards de dollars. Les membres de l'Union africaine attendent surtout d'elle qu'elle stimule le commerce intérieur. Seuls 17% des exportations des pays africains restent sur le continent, contre 59% en Asie et 69% en Europe. Le siège de cette zone de libre-échange se situera à Accra, au Ghana. Ça n'a pas du tout été fait de manière désorganisée. C'est un système basé sur des règles. Et si vous regardez la structure de l'Organisation mondiale du commerce, vous verrez que notre zone de libre-échange deviendra l'une des mieux organisées au monde. Cette zone doit être active dès le 1er juillet 2020. Pour le moment, les discussions achoppent sur le calendrier de réduction des droits de douane et la circulation des biens importés de l'étranger.
l'Afrique, où l'on vous mène aux 4 coins du continent. On est aujourd'hui à Douala. Et bienvenue sur le plateau, j'ai l'honneur d'être avec... Africa, as a bigger market, benefits more when it comes to the partnerships forged with other continents or other big countries. I think the African diaspora should actually think about connecting more with their countries of origin. Continuez à nous écrire et à discuter sur les médias sociaux avec le hashtag Images de l'Afrique et proposez vous aussi les questions qui sont propres et qui vous concernent davantage sur le développement de notre continent et c'est toujours sur Images de l'Afrique. Et voilà donc qui revient sur ce qui s'est passé donc à Niamey au début de ce mois de juillet 2019. Ce sommet extraordinaire qui a permis la mise en vigueur de la zone de libre-échange continentale. Et j'ai l'honneur d'être en studio avec Maître Gatete Ruhumuriza Nyiringabo, qui est avocat et consultant. Merci d'être avec nous. Merci. Et nous sommes aussi avec Dr Jessica Hatzin, qui est consultante au sein de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique. Merci d'être avec nous. Alors, on parle donc de cette zone de libre-échange continentale. Qu'est-ce que ça doit représenter pour le continent aujourd'hui de mettre en place la deuxième plus grande zone de libre-échange au monde? En fait, maintenant, on peut parler de l'Afrique en tant que continent. Peut-être pour la première fois. Dans l'histoire de l'Afrique postcoloniale, c'est maintenant qu'on a quelque chose de... qu'on a un tout. Avant, on avait une espèce de morcellement de petites entités qui, en fait, œuvrent pour se faire la compétition, pour se contrecarrer, pour, en fait, s'empêcher de progresser de manière économique. Il y a un élément économique, on va parler de ça tout à l'heure, mais il y a surtout cet élément d'identité africaine. On a toujours eu l'idéal panafricain dont on parle, mais en fait aujourd'hui, de manière concrète, nous avons un ensemble. Nous sommes, en fait, on peut se revendiquer africain maintenant de manière pratique, en disant je vais vivre en Afrique, je vais travailler en Afrique, mais en réfléchissant en tant que continent, pas en tant que petite entité, petit individu, petit pays, etc. En fait, on est passé du petit au grand. On s'est agrandi. Alors, on sait bien sûr que la construction d'une Afrique comme un bloc un peu plus uni a commencé il y a bien longtemps. Quels sont, selon vous, peut-être les éléments les plus importants qui ont permis finalement de pousser à ce qu'on puisse mettre en place cette zone de libre-échange continentale? Surtout la volonté politique. Parce qu'on peut voir comment nos dirigeants sont au devant de toutes ces démarches. Et donc, il a fallu vraiment cette volonté politique-là pour que les choses puissent se faire. Le processus a commencé depuis longtemps. Depuis la création de l'Organisation de l'Union africaine, c'était une idée d'intégration qui avait été dite. C'était une idée qu'ils avaient tous présentée. Et même avec le traité d'Abuja en 1991, on avait déjà parlé des différentes étapes pour créer cette zone de libre-échange-là et pour aller même plus loin à un marché unique. Mais les travaux n'ont pas vraiment commencé après avoir signé tous ces traités. Et ça a vraiment commencé il y a quelques années. Et donc il a fallu cette volonté politique de nos dirigeants actuels pour amorcer le processus, oui. Alors, la volonté politique, justement, c'est important et c'est fédérateur. Mais est-ce que on a vu que 74% de la population se dit optimiste quant à la mise en place de cette zone de libre-échange? Est-ce qu'on peut espérer que ce qu'on a vu au niveau politique, 54 pays quand même qui ont signé, c'est énorme, est-ce qu'on peut espérer un si grand enthousiasme en pratique au niveau de la population? C'est à moi. Vous savez, bien sûr, mais l'enthousiasme, ça se dissipe trop vite si l'enthousiasme n'est pas accompagné par des éléments concrets. Je m'explique.
nous sommes contents par le fait que c'était un acte fédérateur qui nous a réunis ensemble. Il y a cette volonté politique des dirigeants. Mais faites attention, les dirigeants peuvent signer des documents, mais après, ils vont subir des pressions. Il y aura des pressions sur base de... Il y a des mentalités nationalistes de certains citoyens qui pensent que la compétition... Certains citoyens se jugent pas encore prêts à ouvrir les frontières pour faire de la compétition. Il y a des gens qui vont résister à cela. Ensuite, il y a des États qui ont des problèmes majeurs. Par exemple, pourquoi est-ce que certains États n'ont pas signé ce genre d'accord depuis longtemps? C'est parce que dans certains pays, les entreprises, surtout les petites et moyennes entreprises, ne payent pas les taxes de manière régulière, de manière systématique. Parce que les systèmes de taxation ne sont pas bien en place. Alors le seul moment où le pays profite à prélever une certaine taxe sur les marchandises, c'est à la frontière, quand ces marchandises passent la frontière. Maintenant, si vous enlevez cette taxe-là, il y a un manque à gagner. Alors, la ZLEC, vous avez appelé ça comment encore? La ZLECAf. ZLECAf, oui, mais maintenant, il y a d'autres éléments qui vont faire en sorte que les pays ne se voient pas en train de perdre de l'argent parce qu'ils ont signé quelque chose de manière, un idéal qui n'est pas traduit par des actions concrètes, par des gains financiers, d'une part. Mais d'autre part, écoute, je vais appeler ça CFTA, c'est comme ça que j'appelle ça, généralement. Ça va permettre le mouvement des gens. Mais les gens qui arrivent, les gens qui vont arriver et les marchandises qui vont arriver et le business qui arrive, est-ce que les populations de certaines nations, comme le Nigeria, par exemple, qui ont mis longtemps à signer, ils ont signé le 6 juillet avec le Bénin. Pourquoi? Parce qu'ils se disaient, est-ce que nous sommes prêts à s'ouvrir? Nous sommes le plus grand marché de l'Afrique. Est-ce que nous sommes prêts à s'ouvrir? Alors, il va falloir accompagner cela des actions qui répondent aux problèmes qu'on a. On va en parler, on va en parler de l'industrialisation de certains pays. On va faire un contrôle de la réimportation des produits qui viennent de l'Occident ou de la Chine, etc., qui entrent par une porte et sont cachetés comme des produits locaux pour qu'ils puissent circuler sur les marchés africains sans payer des taxes, etc., etc. Donc il y a des mécanismes à mettre en place. Je suppose que c'est ça le travail que vous faites à la Commission africaine et à la Commission économique de l'Afrique. C'est mettre en place des programmes pour accompagner cet élément, ce traité très important qu'on vient de signer. On a bien sûr de nombreux facteurs et de nombreuses instances, entre guillemets, qui pourraient dire que voilà, c'était peut-être aller rapidement en besogne au niveau des infrastructures, au niveau des mentalités, on en a parlé. Enfin, il y a encore de nombreuses choses à mettre en place pour que cette zone de libre-échange puisse réellement être une réalité. Qu'est-ce que vous répondez à cela? C'est pour ça que les négociations se poursuivent. Et il faut... nous, à la Commission, on encourage aussi les gens à, déjà quand vous parlez du public, du grand public, on encourage les gouvernements et le secteur privé à s'informer, et aussi on encourage le gouvernement à informer le secteur public, enfin la société civile aussi, parce qu'il faut que la population soit vraiment au courant de ce qui se passe. Il ne faut pas seulement qu'ils entendent parler de la zone de libre-échange et ils ne savent pas vraiment ce que c'est. On s'est retrouvés dans plusieurs réunions où on s'est rendu compte que même les membres du gouvernement, même ceux qui étaient censés être en charge d'informer les sociétés civiles, ne savaient pas vraiment ce que c'était. Et donc il faut cette information-là. Il faut que les gouvernements informent les sociétés civiles. Et il y a aussi les négociations, comme il parlait de ces différents instruments qui pourraient changer, qui pourraient envoyer les gens à tourner le dos à l'accord. C'est pour ça que les négociations se poursuivent, et même si elles vont rapidement, elles sont faites de manière minutieuse pour que chaque pays voit l'intérêt qu'il tirera de cet accord. Et il y a
plusieurs instruments qui sont en négociation. Il y avait même 2 phases de négociation. Et actuellement, on était censé être dans la phase 2 des négociations, mais on est encore dans la première phase des négociations parce qu'il y a beaucoup de choses qui doivent être sur lesquelles les pays doivent d'abord s'accorder avant d'avancer. Oui. Mais je veux juste ajouter une petite chose. En fait, la ZLECAf, comme vous appelez, c'est tellement technique. Mais qu'est-ce que ma grand-mère entend quand vous dites la ZLECAf? Vous lui dites que les haricots qu'elle cultive peuvent être vendus. On a trouvé un plus grand marché pour ces produits. L'artisan, l'agriculteur, le menuisier, le manœuvre, l'investisseur, le businessman, le transporteur, on leur explique. On n'est pas obligé de leur parler de ZLECAf. On leur dit maintenant, à des prix inférieurs, vous pouvez importer des matières premières, sans payer des taxes, vous pouvez exporter vos produits à d'autres pays. Vous pouvez vous exporter votre expertise vous-même dans tous les pays de l'Afrique. On a enlevé les frontières pour que vous puissiez voyager et aller faire du business facilement. En fait, c'est un langage qui est accessible à la population. En fait, les gens tournent le dos à ces genre de traités quand ils restent élitistes et techniques dans les têtes des économistes. Mais quand vous rendez ça dans la vie de tous les jours, il faut que mon assiette puisse contenir de la nourriture qui vient du Sénégal, du Cameroun, parce que cela m'arrive plus facilement. Il faut que mon expertise, il faut que mes choses, il faut que je puisse échanger avec les gens, il faut que je puisse le voir. D'abord, il faut me l'expliquer dans des termes que je comprenne, mais ensuite, il faut que je le vois dans la vie de tous les jours. Il faut que la vie des Africains change pour qu'ils se rendent compte qu'il y a quelque chose qui a été fait. Parce que si l'année prochaine, les prix sur le marché des produits africains sont les mêmes, si l'année prochaine, on a encore des produits qui viennent plutôt, des produits qui sont fabriqués en Afrique, mais qui viennent de la Chine, qui viennent de la France, alors que nous sommes fabriqués en Afrique, parce qu'ils coûtent plus cher en étant importés de l'Afrique, etc. Donc ce genre de choses doivent changer de manière concrète pour que les gens comprennent qu'il y a quelque chose qui a été fait. Mais au niveau justement des changements qu'on a au niveau concret, il y a aussi les craintes, entre guillemets, parce que quand on ouvre, les frontières aux différents produits, il faut aussi qu'il y ait des produits qui soient capables, finalement, d'aller d'un pays à l'autre. Quelle est la part des produits qui sont réellement capables d'être exportés? Parce que ce n'est pas nécessairement un problème de frontières, c'est aussi un problème de capacité, de logistique, etc. Est-ce qu'on a réellement des produits qui pourront, dès que les frontières, entre guillemets, seront ouvertes à ce que les produits puissent se développer, est-ce qu'on a déjà une masse critique qui pourra circuler? Mais oui, bien sûr. On pense vraiment, on a cette conception-là qu'en Afrique, nous avons tout, on a à offrir les mêmes produits. Mais ce n'est pas vraiment le cas. Quand tu vas en Afrique de l'Ouest et en Afrique de l'Est, il y a vraiment différentes productions. Il y a différents produits qui sont présentés dans ces pays-là. En Afrique de l'Ouest, par exemple, on ne produit pas de thé. Ou peut-être qu'il y en a des pays qui en produisent, mais très peu. J'en connais même pas qui en produisent. Moi, je suis de la Côte d'Ivoire. Je sais qu'en Côte d'Ivoire, on ne produit pas de thé. Mais en Afrique de l'Est, on produit du thé. En Afrique de l'Ouest, on consomme quand même un peu de thé. Donc, ce serait quand même des choses qui pourraient être échangées. Mais bon, si on veut regarder la taille des échanges pour ces produits spécifiques-là, c'est vrai que ça ne sera pas très, très important. Mais en même temps, la zone de libre-échange va encourager les pays à diversifier leurs économies. Puisque là, maintenant, tu as accès à tous ces autres marchés où les gens demandent beaucoup d'autres choses que tu vois dans ton pays, que tu as la possibilité de produire et de présenter à ces pays-là. Donc, tu vas développer alors ton marché et tes capacités de production pour être en mesure de présenter ces produits-là dans ces pays-là. Et quand tu regardes même les échanges de produits en pays africains, il y a plus de 40% qui représentent les produits manufacturiers. Donc, il y a la capacité de transformer les produits que nous avons sur place et de les échanger avec les autres pays de la région. Donc, il y a vraiment la possibilité de le faire. Oui. Et puis, entre production et échange, c'est souvent un problème de la poule ou l'œuf. Qu'est-ce qui doit commencer? Est-ce qu'on doit d'abord augmenter la capacité de production ou augmenter les marchés? En réalité, c'est un faux débat, n'est-ce pas? Parce que normalement, quand on a un plus grand marché, on est encouragé. Quelles sont les lois du marché? La demande provoque l'offre. Donc, s'il y a un marché, il y a l'offre immédiatement. Et ensuite, regardez,
En tant que Rwandais, je peux vous dire que les produits que le Rwanda... Les produits qui sont pour exporter sont de bien meilleure qualité que les produits qu'on consomme de manière locale. Et ça, c'est vrai dans presque tous les pays du monde. Quand vous avez un marché extérieur, vous vous surpassez. Déjà, vous ajoutez une plus-value au prix, mais en même temps, vous vous surpassez dans la production, dans la qualité de votre production. Vous perfectionnez. En fait, il y a des marchés, il y a des économies qui sont basées sur l'export. Il y a des économies qui sont basées sur l'export des matières premières. Ça signifie les matières, l'or, le diamant, le pétrole, le gaz, etc. Maintenant, ces pays-là, ils raffinent et ils envoient. Mais maintenant, nous, dans certains pays d'Afrique, malheureusement, la plupart des pays d'Afrique, ils exportent des matières premières qui ne transforment. Il y a des pays, je ne vais pas citer le nom, mais vous savez qu'il y a des pays qui ne parviennent même pas à laver les produits avant de les exporter. Donc ils partent avec la boue et la saleté. Comme ça, ils sont vendus au prix le plus bas possible. Bon, maintenant, quand vous dites que vous êtes un marché, en fait, on est en train de créer des marchés qui ne sont plus des marchés, des économies traditionnelles, primaires, qui sont basées sur la consommation de ce qu'on produit et de l'importation de ce qu'on veut, mais des économies qui sont basées sur l'exportation, la transformation et l'exportation. La transformation, cela peut être, et c'est très important qu'on insiste sur ça, cela peut être des produits fabriqués, mais cela peut être aussi des produits intellectuels. On cherche des experts. Des services notamment. Des services. On cherche des experts à l'extérieur de l'Afrique, mais en réalité, en Afrique, il y a toute la connaissance dans certains pays et dans d'autres où les gens vont voyager, s'exporter, etc. Ma soeur, elle vient de la Côte d'Ivoire, elle travaille au Rwanda, elle est économiste, elle est ici à la chaîne de la télévision. Tous les Rwandais qui sont chez eux ce soir sont en train de profiter de ces connaissances. En fait, c'est ça qu'on veut, c'est cela en fait. Merci de l'avoir invité, c'est cela la ZLECAf. Mais c'est ça. Donc on est en train de le vivre. L'image de la ZLECAf. Tout à fait. Alors, peut-être revenons un peu avant de la mise en pratique, revenons un peu sur l'idée, entre guillemets, de la zone de libre-échange. Le processus a été lancé en 2015 lors du sommet de l'Union africaine, mais c'est bien sûr quelque chose qui a germé depuis des années, des décennies. Qu'est-ce que ça veut dire à ce moment précis du développement de notre continent finalement, mais aussi de l'Union africaine et des Africains entre guillemets. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous, les Africains, d'être capables de mettre en place et en pratique un rêve qui a été fait par nos pères. On va pas parler de Mandela et de Kwame Nkrumah, mais presque quoi. On va parler quand même de Mandela. Pourquoi je vais parler de Mandela? C'est que Mandela, ma petite expérience de l'histoire de l'Afrique, c'est peut-être l'Africain qui a été le plus fédérateur, qui a été accepté par tout le monde. En même temps, il n'a pas été très activiste dans le sens où il devait changer le continent, mais il forçait le consensus. L'autre chef d'État qui a essayé, qui n'a pas aussi non plus été activiste dans le sens de changer le continent, c'était l'empereur Haïlé Sélassié. C'est même comme ça que l'Organisation de l'Unité africaine a été créée. Mais à part ces deux personnes que je viens de vous citer, il y a eu des rivalités dans l'histoire de l'Afrique postcoloniale entre certaines personnes qui avaient des blocs. Il y a toutes sortes de blocs à gauche et à droite. C'est la première fois, depuis les indépendances, que nous avons l'Afrique qui n'a pas de blocs. Des Monrovia blocs, Accra, etc., de Morocco, de Monrovia, etc. Il n'y a pas de bloc. En fait, aujourd'hui, nous avons des chefs d'État africains qui forcent le consensus en Afrique. Et c'est qui ces gens? C'est le président Mamadou Issoufou, qui est le président du Niger, c'est le président du Rwanda, c'est des présidents comme ça qui, en fait, travaillent, ils se sont rendus. C'est le cas de le dire, surtout, les gens ne le savent pas, mais la personne qui a porté la ZLECAf, c'est surtout le président du Niger. C'est pour cela que d'ailleurs le Nigeria a signé là-bas, c'était symbolique. Mais il a voyagé dans les 56 États. Il a pris l'avion, il est allé partout. Ça, c'est des choses fédérateurs. Et je suis en train de le voir. La dernière fois que j'étais ici, on a parlé de Louise Mushikiwabo. Il était élu pourquoi? Parce que tous les Africains, sans exception, avant, vous savez, en Afrique, à l'Union africaine,
il y avait des émissaires qui venaient des capitales européennes et qui étaient dans des corridors. Les Africains venaient des réunions. Il y avait des gens qui les attendaient dans les corridors pour les tirer vers la gauche, les tirer vers la droite. Toutes les choses qui se sont attendues dans la réunion, ils avaient oublié. Sitôt qu'ils arrivaient dehors, ils partaient dans différentes directions parce qu'il y a des puissances extérieures qui étaient là pour créer, pour coloniser l'Afrique. C'est comme cela que l'Afrique a été colonisée. Mais cette fois-ci, pour la première fois, je pense, nous avons des chefs d'État qui forcent, ou même pas forcés, qui inspirent le consensus. C'est très important le consensus. Même, et puis j'ai entendu des collègues dire « Oui, mais on a encore des mauvais chefs d'État en Afrique qui font de la mauvaise gouvernance. » C'est possible. Nous avons de la mauvaise gouvernance, des poches de mauvaise gouvernance en Afrique. Nous en avons en Occident, nous en avons partout au monde. Mais seulement, ce qui nous a manqué, c'est des chefs d'État qui inspirent le consensus, qui inspirent l'unité sur un dossier, sur un autre. Et cela est très important. C'est pour cela qu'on peut arriver parce que ces chefs d'État, ils n'ont pas l'habitude d'être moralisateurs à d'autres chefs d'État. De l'Afrique, ils ne font qu'aider leur père, etc. D'une part, mais aussi habiter un projet comme celui-ci, comme le président du Niger, ce n'est pas un pays très riche. Ce n'est pas Kadhafi qui donnait l'argent à tout le monde. Le Niger n'est pas un pays très riche, mais le président a pris l'argent de son pays. Il a voyagé dans chaque État de l'Afrique pour parler à chaque chef d'État, pour que tout le monde se mette sur la même table. C'est quand même incroyable, des gens comme ça. Et c'est maintenant que ça existe. C'est vraiment important de mettre en... Le contexte. Voilà, de remettre dans le contexte. J'aimerais qu'on revienne justement sur ce qui a été dit et la manière dont les différents représentants des chefs d'État et des différentes institutions se sont exprimés sur la question. Et j'ai eu, et notamment durant la conférence des ministres en 2018, où à Addis, les différents ministres des Finances, justement, étaient réunis. Et puis le ministre des Finances du Ghana, et puis Donald Kaberuka, qui est l'ancien président de la Banque africaine de développement, avaient partagé, entre guillemets, l'année dernière, donc, ce qu'ils pensaient de cet accord. Et puis on revient tout de suite. Est-ce que la technique peut nous aider avec ces deux interviews? Really, this is for the good of the continent, and it is time for us to step up to the challenge of really, you know, our first president used to say, let's seek ye first a political kingdom and all else shall be added. I think we've gotten to a point where we should all seek the economic kingdom and all else should be added. So let us have courage, let us be brave, and let us emerge the Africa that we all know should be. So we're gathered here, ministers of finance are gathered here and experts talking about how we go about the African CFTA. Two countries so far have ratified the document. What do you expect as an aftermath? As soon as we have the 22 countries by July that ratify, what do we expect after in terms of next steps? So a couple of things. Once we have got the critical mass of countries, which is 22, the treaty is supposed to get into force 6 months later. And I'm confident we shall get there. But that is the beginning of a long journey. There are many more schedules to be negotiated on safeguards, dispute resolution, anti-dumping, the kind of technical issues which make people comfortable with the treaty agreements. So that's one part. But we'll have now to begin the second part, which is how to deal with non-tariff restrictions. You know, tariffs are a problem, but non-tariff barriers are the bigger problem. In fact, by some studies I have seen, the benefits of removing non-tariff restrictions are probably 3 times in monetary value those of removing tariffs. So getting the CFTA in place administratively in terms of programs, but then moving on to ensure that
you convert a CFTA into free trade. Commençons avec le ministre donc, des Finances du Ghana qui était à l'époque les premiers finalement à ratifier l'accord de libre-échange et qui disait que nous sommes à un moment où il faut d'abord chercher le royaume économique et puis le reste suivra. Est-ce que l'intégration par l'économique justement fonctionne mieux que les autres types d'intégration que nous avons essayé? Je pense que oui. Je pense que l'intégration économique va rendre déjà les populations plus confortables, va rendre les pays plus forts financièrement et économiquement aussi. Et donc, ça va aussi aider ces pays-là à s'intégrer, à évoluer vers l'intégration, les autres types d'intégration sur le continent, effectivement, oui. Et il parlait, donc, docteur Kaberuka, de ces barrières non tarifaires. Et on peut peut-être élargir cela aux différentes autres barrières qui sont un peu invisibles. On a parlé des mentalités, mais aussi tout simplement de cette... on connaît la campagne Made in Rwanda qui vise à promouvoir les produits locaux. Et on a encore des problèmes ou des difficultés ou des limites dans le domaine des mentalités où les gens pensent que voilà, un produit qui vient de la Belgique est toujours mieux qu'un produit. Alors, quelle est l'approche qui est prise pour faire face peut-être aux différentes autres étapes, aux autres frontières pour atteindre le... Donc, par rapport aux mentalités des populations. Bon, ça c'est des étapes qui doivent être faites au niveau de chaque pays. Je me dis avec les campagnes d'information, comme je disais plus tôt, il faut que les Africains, il faut qu'on comprenne que ce n'est pas seulement ailleurs, en dehors de notre pays, qu'on va trouver les bons produits. Et déjà le fait même qu'on ouvre nos frontières aux produits des autres pays autour de nous va encourager les producteurs locaux à améliorer la qualité de leurs produits. Et si les Africains eux-mêmes décident de donner une chance à ces produits africains-là, ils se rendront compte que tu trouves beaucoup mieux ici, sur notre continent, qu'ailleurs. Parce que la qualité aura augmenté avec le fait qu'il y aura beaucoup plus de concurrence des autres producteurs en dehors de notre pays, en dehors des producteurs locaux. Et donc, je me dis, les campagnes de sensibilisation, les campagnes d'information, et aussi les formations pour les dirigeants, pour ceux qui sont à la tête de ces groupes-là, de ces groupes de société civile et autres, pour qu'ils puissent maintenant envoyer l'information à ces gens. Un message qui revient pas mal dans ces interviews, c'est aussi l'importance voilà, il faut se mettre au travail, il faut se mobiliser, il faut faire le travail, il faut prendre courage, etc. À qui revient la responsabilité maintenant? On a vu que la volonté politique, les présidents ont porté ce rêve, entre guillemets. Est-ce que c'est encore à eux de continuer the next mile? Mais non. Les présidents, ils nous ont, ce qu'on appelle, maintenant qu'on est en Coupe d'Afrique, ils nous ont donné une passe décisive. C'est à nous de marquer le but dans le bois. En fait, le travail revient au secteur privé. Le travail revient aux vendeurs, au business de l'Afrique, à prendre... on ne veut pas qu'on vienne, comment ils disent en anglais, on ne veut pas que les autres viennent eat our lunch. On ne veut pas qu'ils viennent nous prendre notre marché, notre part du marché. Qu'est-ce qui se passe? Les dirigeants ont ouvert les portes, il nous appartient d'entrer. Mais en fait, il en va de la survie de l'Afrique. En fait, la CFTA, les gens en parlent comme si c'était un accord de plus. Mais en fait, on en était arrivé à un moment où il fallait créer un marché commun, parce que l'Afrique est un continent où il y a des jeunes. Il y a 12 000 jeunes qui viennent sur le marché du travail chaque année. Il y a que 12 millions de jeunes qui viennent sur le marché du travail. Il y a 3 millions d'emplois. Où partent les autres jeunes? Ils sont dans le chômage. On est en train les explosions, les conséquences de ce boom démographique sans emploi, on le connaît. C'est Boko Haram, c'est Al-Shabaab, ça signifie jeune d'ailleurs, Al-Shabaab. C'est FDLR ou d'autres groupes, des jeunes en fait. Des jeunes qui n'ont pas d'issue. C'est des noyades dans la Méditerranée parce qu'ils essaient d'aller en Occident, etc.
Tout ça, c'est le Arab Spring qu'on a vu dans les pays arabes il y a une dizaine d'années. Tout ça, ce sont des conséquences d'une jeunesse africaine qui n'arrive pas à s'ouvrir. Si l'Afrique s'ouvre, les jeunes s'exportent, les jeunes travaillent. Maintenant, il appartient à qui? Il appartient aux entreprises financières, aux banques, aux microfinances, à proposer des produits financiers diversifiés, adaptés à la jeunesse. Il appartient aux jeunes, aux universités, de former des jeunes encore plus ouverts, etc. Il appartient aux... Les politiciens, ils peuvent continuer à travailler, à mettre en place des politiques, à répondre aux demandes du secteur privé. Mais maintenant, la balle est dans le camp du secteur privé. Il appartient au secteur privé de travailler. Et mais il faut de l'investissement. Et des autres acteurs. Moi, je ne suis pas très fan des apôtres de la bonne nouvelle de toutes sortes. Moi, je préfère qu'on parle de l'investissement. Il faut de l'argent parce qu'il faut commencer il faut de la formation, il faut accès aux capitaux, etc. Il faut de l'argent, donc il faut que les entreprises... J'ai vu la Afreximbank a donné immédiatement $1 milliard à la CFTA pour s'installer, se mettre en place. Mais il faut surtout de l'investissement aux petites et moyennes entreprises en Afrique pour qu'ils puissent rehausser le niveau de leurs produits, pour qu'ils puissent l'exporter en Afrique. Et rehausser le niveau des produits, c'est important. Le 7 juillet 2019, donc, on a eu l'entrée en vigueur officielle. Qu'est-ce que ça change en réalité? Qu'est-ce que ça veut dire en termes pratiques? On a parlé plutôt de parler pratiquement pour la population. Qu'est-ce que ça change? Est-ce que ça change quelque chose ou c'est juste pour qu'on mette une date? Et à quel niveau est-ce qu'on en est à l'heure actuelle? Donc en ce moment, le 7 juillet, c'était le lancement de la phase opérationnelle de l'accord. Et donc maintenant, il est état de parler de discuter ou de négocier sur les 5 vraiment importants instruments qui vont être clés dans la mise en œuvre de l'accord. Et donc, comme la question des règles d'origine. Et donc, à ce moment précis, il faut que nous sommes au niveau où ces négociations-là se poursuivent. Et elles sont vraiment très importantes. C'est des questions vraiment très, très chaudes en ce moment. Qu'est-ce que cela veut dire, les règles d'origine? Oui. Vous avez l'exemple, vous avez parlé des pays la réimportation. Voilà, de la réimportation, des produits qui vont venir d'ailleurs et sur lesquels ils vont mettre, par exemple un produit qui vient de la Chine, sur lesquels ils vont juste mettre un cachet quand ils rentrent au Rwanda et peut-être que le Rwanda va réexporter ce produit-là en Tanzanie. Comment savoir que ce produit exactement a été fait au Rwanda? Puisque l'accord de libre-échange, avec la libéralisation des échanges entre les pays, doit se focaliser sur les produits qui sont faits dans ces pays-là. Et donc, si on a un produit qui vient de la Chine, sur lequel on n'a fait aucune transformation et qu'on met juste un cachet Rwanda et qu'on exporte encore en Tanzanie, c'est le produit chinois qui va profiter de la zone de exactement. Notre zone. Et donc, j'ai vu d'ailleurs un article qui parlait du fait que voilà, la Chine et l'Inde devraient être les grands gagnants, entre guillemets. Bien sûr, c'était un peu... Mais la question des règles d'origine est exactement pour être sûr que ces produits qui vont bénéficier de l'enlèvement de ces tarifs-là seront vraiment des produits qui ont été transformés, sinon fabriqués en Afrique. Exactement. Donc, c'est la discussion qui est quand même assez chaude en ce moment, parce qu'il faut vraiment être sûr qu'on prend la décision assez correcte pour que tout le monde puisse bénéficier des échanges commerciaux entre les pays africains. Et donc, quelle sera la proportion de transformation que chaque pays doit apporter à un produit, même s'il n'a pas été créé initialement ici? Quelle sera la proportion de transformation que ce pays-là doit apporter à ce produit-là pour être considéré africain? Mais il y a aussi un élément intéressant, c'est qu'il y a une opportunité que les pays se mettent ensemble pour fabriquer un produit africain. Ça signifie
Vous connaissez l'histoire de Boeing, c'est un produit qui est entre l'Allemagne, la France, l'Angleterre, etc. En fait, avec ce système, on peut peut-être... Il y a des produits, par exemple, j'ai vu ça en Afrique, dans cette région d'Afrique de l'Est, quand on est en train de parler des projets de chemin de fer. C'est des produits qui coûtent trop cher. Alors, qu'est-ce qui se passe? Les pays se mettent ensemble pour financer un projet de chemin de fer. Surtout que le projet de chemin de fer va bénéficier tous les pays de la région. Maintenant, il y a ces projets-là. Mais pourquoi pas faire des produits, des voitures, des fusions de produits, de partage d'informations, de technologies entre pays africains? Mais maintenant, la question, je vous ai entendu dire qu'il y en a qui spéculent que la Chine et l'Inde seront les grands gagnants, finalement. Alors, les mantras comme ça, il faut faire attention parce que c'est des mantras qui prennent leur propre vie et qui partent. D'abord, d'une part, où est le problème si la Chine et l'Inde gagnent? Parce qu'effectivement, ils vont gagner. Le monde entier gagne si l'Afrique... En fait, on n'est pas dans un zero-sum game. On n'est pas dans un système où si les uns gagnent, les autres perdent. En fait, si l'Afrique se développe, c'est un marché qui pourra acheter en Inde et en Chine et en Europe et partout. C'est bien pour tout cela. Mais est-ce que la Chine et l'Inde vont être les plus grands gagnants? Je ne pense pas, parce qu'ils sont les plus grands gagnants aujourd'hui qu'on n'a pas de zone de libre-échange. Parce qu'ils entrent dans des accords avec des pays séparément. Et ils signent des zones de libre-échange. La négociation des pays individuels est minime. Oui, ils signent des accords de libre-échange. Tous ces pays, ces grands pays, même l'Union européenne a des accords de libre-échange avec les pays d'Afrique. Ils les prennent à partie. Alors, maintenant, aujourd'hui, les seules personnes qui n'avaient pas le droit de faire du business avec les Africains sans payer les taxes, tiens-toi bien, c'est les Africains. C'est la première fois que les Africains vont pouvoir peut-être... Nous avons eu des zones quand même. Hein. Nous avons la CPGL, nous avons le COMESA, nous avons la CEMAC, nous avons etc. des zones comme ça. Mais les zones ne se parlent pas. Ça restait encore des ensembles dans un grand ensemble. Aujourd'hui, on a l'Afrique en fait. L'Afrique est un marché. Et puis, moi, je suis un Africain, la prochaine fois que je vais parler à un collègue chinois ou un collègue français ou américain, je vais lui dire, moi, j'ai un produit à te proposer parce que moi, j'ai 1 200 000 personnes derrière moi. 1 milliard, je viens négocier avec toi parce que je représente 1 200 000 de gens. Je suis très important en tant que client. Quand je négocie avec un Américain, lui va me dire qu'il a 300 millions de gens, je vais lui dire que moi, j'emmène 1,2 milliard de gens. Soudainement, je deviens très, très important et je pèse très lourd parce que je représente un grand marché. Le marché africain n'est plus un marché rwandais. Le marché rwandais, il est 12 millions, il est insignifiant. Mais tout cela sont des questions... sont des questions à mettre en place. Et justement, sur l'avantage, entre guillemets, escompté au niveau financier, on a différentes écoles, ceux qui ont dit qu'ils perdraient, ce dont tu parlais au début, qu'ils perdraient au niveau de la rente, finalement, de la taxation. Et d'autres, et dont la CEA, je pense, qui arguent que finalement, se mettre au sein de la ZLECA a plus d'avantages que de pertes au niveau financier. Pourquoi? Effectivement, quand nous, à la Commission, on a fait des études qui ont montré que nous allons, certains pays, ou la plupart des pays vont avoir des pertes au niveau des tarifs, des revenus tarifaires. Mais en même temps, ceux qui vont gagner de la zone de libre-échange, l'augmentation de leurs exportations, l'augmentation de leurs revenus, des revenus de ces exportations-là, dépassent quand même beaucoup plus les pertes qu'ils vont enregistrer en tant que revenu tarifaire. Donc, relativement... Je peux expliquer, pour l'intérêt de nos auditeurs, de nos téléspectateurs, c'est comme ça que je les appelle, je vais expliquer cela. Donc, quand vous avez un produit qui entre dans un pays, je vais vous donner un exemple. Un produit comme les haricots. Alors, quand vous le taxez seulement à l'entrée, du coup, il devient déjà assez cher. Donc, on ne peut pas travailler avec ce produit-là. Mais quand vous laissez entrer un produit gratuitement, non seulement le produit entre, alors il est moins cher. Il devient un produit avec lequel on peut travailler. Donc, après le produit, vous allez taxer la transformation du produit. Mais il y a une chaîne de valeur. Donc, si c'était les haricots, on a parlé des haricots,
Maintenant, vous allez taxer les haricots. Bon, vous allez taxer l'emballeur des haricots. Vous allez taxer le transporteur des haricots. Ça, c'est des gens qui sont en train d'être employés dans le pays. Vous allez taxer la personne qui a fait une purée, peut-être, ou une farine d'haricots. Mais alors, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 personnes qui sont employées par ce même produit, parce qu'il a été transformé, le transformateur est payé, le transporteur est payé, le vendeur est payé, celui qui fait le marketing du produit est payé, l'avocat comme moi qui va gérer les contrats sur tous ces gens-là est payé. Donc en fait, on a tout un système des gens qui sont payés là-dessus. Tandis que si vous le taxez en amont, à l'entrée, le produit est tellement cher qu'il va tout de suite dans la casserole, il ne fait que nourrir les gens qui vont le manger. Mais il ne va pas employer toute cette échelle de valeur que vous créez en laissant un produit entrer à bas prix pour qu'on puisse travailler avec ce produit-là. Donc c'est cela, ce qu'on appelle le manque à gagner entre une taxe seulement à l'entrée d'un produit et une taxe, une capacité à ce que ce produit-là, les gens puissent l'utiliser, jouer avec et le transformer. Quels sont les secteurs qui devraient avoir un intérêt ou qui devraient le plus ou dans l'immédiat bénéficier finalement d'une libéralisation des marchés? Le secteur des produits manufacturiers. On va avoir une augmentation de l'exportation de produits manufacturiers dans la plupart des pays, surtout en Afrique de l'Est. Et en tout cas dans nos études, la plus grande augmentation sera dans le secteur des produits manufacturiers. Et ça permet finalement d'industrialiser par le commerce. Effectivement, parce que plus on a d'exportation de produits manufacturiers, plus on veut augmenter nos capacités de production. Et donc on va augmenter notre industrialisation, on va diversifier aussi nos économies par cela. Mais il y a un élément qui va être provoqué, qui n'a pas peut-être été pensé en créant la zone de libre-échange, mais qui va être automatiquement mise en œuvre. Donc déjà, quand on dit qu'il y a un manque à gagner pour les gens les pays qui avaient des tarifs à l'entrée, ils vont devoir renforcer leur capacité de taxation interne, puisque cette échelle de valeur dont je vous ai parlé tout à l'heure, il faut qu'ils puissent être capables de prélever cette taxe. Alors pour cela, il faut qu'ils renforcent leur système de taxes au sein du pays. En faisant cela, ils vont bloquer les fuites des capitaux, parce qu'il y a des rapatriements des fonds qui partent de l'Afrique et qui vont dans des banques à gauche à droite qui étaient censés être récupérés parce que les gens ne payent pas très bien leurs taxes, du coup ils minorent les taxes exprès, etc. Et en faisant cela, l'argent qui va sortir, qui va être repris, parce qu'on parle entre 100 et 150 milliards de dollars l'année de fuites des capitaux qui partent de l'Afrique. C'est beaucoup d'argent. Mais cet argent-là peut être maintenant utilisé, c'est exactement l'argent qu'il nous faut pour les infrastructures qu'il faut pour opérationnaliser la ZLECAf. La zone de libre-échange. Donc en fait, c'est un tout qui est en train de fonctionner si les gens mettent en place justement les outils et les mécanismes mis en œuvre. Justement, en fait, la zone de libre-échange devrait encourager à mettre en place certains mécanismes qui d'ailleurs ont été promus ou on a des personnes qui ont demandé à ce que ces mécanismes soient mis en place depuis très très longtemps. Mais c'est un peu un prétexte supplémentaire, entre guillemets, pour mettre, que ce soit la taxation, je sais que la directrice parlait justement de cette question de taxation, une meilleure taxation, mais aussi la lutte contre la corruption, qui était le thème 2018 de l'Union africaine. Ce sont des questions, en fait, qui n'ont pas été oubliées, mais qui devraient être adressées, entre guillemets, parce que, voilà, il y a un élément supplémentaire. On approche bientôt de la fin de l'émission, mais j'aimerais peut-être, en tant qu'Africain, maintenant, on enlève tous nos chapeaux, en tant qu'Africain, on a quelques années de vie derrière nous, d'accord, on ne va pas préciser combien. Qu'est-ce qu'on voudrait aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faudrait, ou qu'est-ce que vous voudriez voir se produire peut-être comme prochaine étape, comme une conséquence de cette zone de libre-échange? Quelles sont vos attentes, entre guillemets, individuelles dans le contexte d'une Afrique plus unie?
Eh bien, pour moi, il faut vraiment que ça se concrétise. Il faut que cette zone de libre-échange-là se concrétise. Et tout cela, ça passe par le travail qui sera fait par toutes les personnes, tous les partis pris dans le processus depuis la signature de l'accord jusqu'en 2020, quand l'accord sera vraiment mis en œuvre et quand les États qui ont ratifié seront maintenant prêts à échanger sous les termes de l'accord. Et donc, de maintenant jusqu'à 2020, il faut vraiment que ces travaux-là s'intensifient. Il faut aussi que beaucoup plus de pays ratifient pour que le marché s'étende, parce qu'actuellement, on est seulement limité à 27 pays qui ont ratifié. Et jusqu'à ce que tous les pays qui ont signé ratifient, on est limité à ces 27 pays-là. Et donc, il faut que tout le monde ratifie d'abord et il faut que les travaux s'intensifient pour que cette zone soit vraiment concrétisée. Parce qu'on voit vraiment les dirigeants et même la population est quand même assez excitée par rapport à l'accord parce qu'on voit tous les avantages qu'on va en tirer. Et donc, on voit les avantages pour les femmes, on voit les avantages pour les jeunes et on voit les avantages pour notre économie en général. Et donc, il faut vraiment que ça se concrétise. Et c'est ce que moi, personnellement, je voudrais voir. Et est-ce qu'on a justement des avenues, parce qu'on sait que l'Érythrée n'a pas encore signé du tout l'accord, et c'est un des pays de la zone d'Afrique de l'Est. Est-ce qu'on a des avenues, est-ce qu'on a des attentes positives? Oui, nous sommes assez positifs que l'Érythrée va rejoindre. Enfin, on travaille vers cette finalité-là. Nous avons même à la Commission économique de l'Afrique, cette année, notre réunion annuelle sera en Érythrée et on aura l'opportunité de discuter avec eux. Parce qu'il faut comprendre que l'Érythrée sort d'une période assez difficile, d'une période politique assez difficile. Et donc, il leur faut un peu plus de temps pour se remettre avec le reste du continent. Et donc, on aura notre réunion là-bas en fin d'année, en Érythrée. On aura l'opportunité de parler avec les autorités érythréennes pour voir ce qui peut être fait. Espérons que la réunion se terminerait par une signature. Alors, que veux-tu ou qu'espères-tu? Ce que j'ai beaucoup aimé avec la ZLECAf, c'est le fait qu'il y ait moins de politique, donc moins de speech grandiose comme nous avons l'habitude de l'entendre des politiciens, et des actions concrètes. Et ça, je trouve que c'est cela qui devait donner le ton. En fait, on est dans une ère de nouvelles politiques. En fait, l'Afrique, je suppose, maintenant, ce qui est intéressant, c'est que c'est un cycle. Hein. Ce que l'Afrique est en train de laisser, les autres continents sont en train de les reprendre. Les tares qui étaient africaines sont en train d'être repris par d'autres continents, c'est dommage. Mais nous avons laissé pendant longtemps notre progrès être consommé par la politique, populiste, des speeches, des discours, etc. Et c'est cela qui a fini par décourager les jeunes. En disant, mais vous avez trop parlé là, et c'est vrai. Mais cette fois-ci, nous avons vu des actions concrètes. Alors maintenant que nous avons la ZLEC, il faut mettre en place des... Vous savez, c'est comme la lutte contre la corruption. Vous pouvez en parler. Rapidement, en 30 secondes, avant qu'on nous coupe. Il faut qu'on investisse dans l'infrastructure, par exemple. Si on veut que la ZLEC fonctionne, il faut qu'on ait des bonnes routes, des bons chemins de fer, il faut qu'on ait de l'électricité, etc. Donc ces infrastructures-là vont aider à ce que la ZLEC puisse avoir les outils nécessaires pour avancer. Parce que j'espère que les dirigeants ne vont pas mettre des infrastructures pour gagner des points politiques pour leur mandat, leur cours, qui ne vont pas être à court terme, mais qui vont mettre les moyens nécessaires pour les infrastructures à long terme. Parfait. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et d'avoir bien voulu partager votre avis et votre expertise sur la question. Merci. Merci de nous avoir. Et merci à vous tous de nous avoir suivis. Donc, comme je l'ai dit, ce n'est que la première des séries sur la ZLECAf, mais de nombreuses choses en ressortent, bien sûr. La ZLEC ou la ZLECAf comme étant une réalisation finalement d'un rêve panafricain qui a pris différentes formes et qui aujourd'hui prend une forme beaucoup plus économique et commerciale et qui a mis en avant l'avenir économique et aussi le bien-être, l'amélioration du bien-être de la population. Et on espère bien sûr
que cela pourra se mettre en place et notamment à travers les différentes prochaines étapes que l'on a mis et que nos invités ont mis en avant ce soir. Alors revenez-nous la semaine prochaine pour le deuxième épisode sur la ZLECAf, la zone de libre-échange économique africaine. Au revoir.